Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien et je suis ravi de vous revoir à nouveau dans la suite de notre formation sur la bibliothèque Kiwi. Après avoir installé Kiwi, appris les contrôles et après avoir vu ce que c'est que les layouts, il est temps de passer aux événements. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un événement? En fait, les événements représentent la touche finale en fait qui nous permettra de pouvoir enfin bien interagir avec notre utilisateur. Jusqu'à présent, on a appris à créer des contrôles, mais nos contrôles sont inactifs. C'est-à-dire simplement que nos contrôles en fait n'interagissent pas, ou du moins ça du côté juste front, pas du back en fait. Alors, les événements vont nous permettre en réalité de pouvoir connecter nos contrôles là depuis le front, c'est-à-dire simplement depuis euh, la vue de notre utilisateur jusqu'au back en arrière-plan, d'accord? Par exemple, l'événement va nous permettre d'indiquer à Kiwi qu'est-ce qu'il doit faire si notre utilisateur entreprend une action ou une autre, d'accord? Par exemple, lorsqu'une personne remplit un formulaire d'inscription, par exemple, lorsqu'il va cliquer sur le bouton de validation, alors qu'est-ce que nous devrions faire lorsque la personne clique sur ce bouton? Et ça, c'est grâce aux événements. Avant de passer au code, en fait, il est important d'expliquer vraiment comment fonctionnent les événements. Et pour ce faire, il faut comprendre que l'événement, en fait, se déclare, du moins, se déroule en deux étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'étape du signal, d'accord? Et la deuxième étape, c'est tout simplement ce que nous allons faire avec le signal, du moins, notre retour ou moins notre réponse à ce signal-là. Alors, pour bien comprendre cela, revenons en fait sur notre exemple du formulaire d'inscription. Lorsqu'une personne en fait remplit son formulaire d'inscription, il va valider avec le bouton de validation en fait, inscription, d'accord? Alors, lorsque la personne va cliquer sur ce bouton, l'action de cliquer sur le bouton en fait représentera notre signal là. Alors, euh, qui en fait va envoyer un signal en fait à notre application et notre application va recevoir le signal et va décider de répondre à ce signal en fait. Voilà. Et la réponse à ce signal généralement se fait avec les fonctions de callback, ok? Les fonctions de rappel. C'est-à-dire simplement que c'est juste des fonctions qu'on avait prédéfinies en fait pour l'action qui s'est déroulée tout à l'heure, d'accord? Donc, rappelez-vous, un événement, c'est tout simplement un signal plus une réponse à ce signal en fait, d'accord? Alors, maintenant que c'est bon, on va revenir à notre code, d'accord? Et pour retrouver en fait le point où on en était, on va exécuter l'application directement sans rien modifier. D'accord? Ça nous permettra d'avoir notre état. Ok, donc voilà, on avait vu en fait le layout, c'était le dernier chapitre. Et ça, c'est tout simplement le page layout. Ok, donc je vais carrément venir sur ça. Et je vais nettoyer un peu mon code en fait Python, puisque tout ça ne sert à rien maintenant que vous comprenez comment ça fonctionne. Donc, je supprime ça et ça. D'accord? Donc, je laisse en fait la classe main widget ainsi vide. Et là aussi, étant donné que on ne construit pas notre application depuis le fichier Python, on va la supprimer aussi. Ok. Maintenant que tout ça c'est bon, on va venir sur le fichier KV et on va voir ce qu'il y a aussi à nettoyer. Donc, bon, tout ça, on n'en a pas besoin. Bon, pour l'instant, je vais le laisser celui-ci. Et je vais essayer de voir en fait lequel des layouts a assez d'éléments qui nous conviendraient en fait. On va voir. Et pour l'instant, il n'y a que des boutons. Donc, je suis vraiment désolé, mais je vais carrément nettoyer tout ça et laisser uniquement le main widget. Vous allez voir ce que je compte faire. Donc, je vais nettoyer jusqu'au box layout. D'accord. Ok. Et tout ça aussi. Ça, c'était le page layout. Et voilà, donc on a que notre main widget et évidemment là, et si on laisse page layout, en fait, ça va pas fonctionner du tout. Donc il va falloir que on active notre interface main widget. Ainsi, c'est bon. Maintenant, on peut quand même vérifier notre code pour voir que tout fonctionne. Et pour que ça marche, évidemment, il faudrait que je ferme déjà l'ancienne application que j'ai lancée. Désolé. Et c'est bon. Donc en fait, on a notre main widget qui est là. Donc on a un switch et on a ça. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi en fait? Je vais, depuis le fichier KV ici, je vais supprimer tout ça puisque ça ne va pas servir. Je vais placer un slider
d'accord. Donc je vais placer un slider ici, voilà. Et dans le slider, en fait, ces options sont valables dans le slider, donc je vais me permettre de les envoyer plus haut, ok. Voilà, et ça aussi c'est valable dans le slider. Au moins, je n'aurai pas à supprimer ces données. Donc là, je vais décommenter cela et c'est bon. Donc, on peut vérifier à nouveau. Voilà, si on exécute notre application, vous allez voir que maintenant, on a un slider qui est là. Maintenant, le positionnement ne nous convient pas vraiment. Donc, il va falloir qu'on gère ça nous-mêmes. D'accord? Donc, pour ce faire, vous connaissez déjà la méthode. Voilà, on va placer post. OK. Et comme c'est pas dans un layout, bon, on peut tout simplement placer la position comme on le souhaite en fait. Étant donné qu'il est orienté à la verticale, je vais placer une position de, je dirais peut-être 200, d'accord, voilà, pour qu'il se pose directement au niveau du label. Et maintenant, sur Y, je dirais que je veux le bouger 200. Ok, donc 200 et 100, ça passe. Maintenant, on va exécuter à nouveau pour voir un peu le résultat. Ok, donc on a notre slider qui est là, à peu près à cette position. Et c'est bien mieux en fait. Ok, maintenant, on va également ajouter une progress bar. Ok, et la progress bar, je vais le placer en dessous du label ici. Et je vais dire ici juste que, bon, je vais tout simplement créer ce que je vais appeler progress bar. D'accord. Et cette progress bar ici, je vais tout simplement, bon, je peux le laisser ainsi en fait. Bon, je peux le mettre aussi à la valeur min et max, identique en fait à celle du slider. Donc, je vais tout simplement venir prendre ça ici. Donc, je vais dire contrôle maj D. Pour ceux qui sont évidemment sur Visual Studio Code, en fait, le contrôle maj D fonctionne. Et je vais sélectionner à nouveau les deux cellules, du moins les deux lignes. Avec Alt et flèche du bas, je vais le descendre pour l'amener tout simplement à ma progress bar. Ok, donc j'ai dupliqué en fait cela sans avoir à le faire. Ensuite, le width, le height, bon, ça, je vais pas toucher à ça. Je pense pas que ça va m'aider ici. Donc, je vais réexécuter à nouveau l'application pour voir un peu mon état. Et voici en fait ma progress bar. Ok. Ok, maintenant, je veux en fait que la progress bar soit à la même longueur que mon slider en fait. Donc, finalement, je vais le modifier aussi. Et comme la progress bar en fait est horizontale, il faudrait gérer ça différemment puisque le slider est vertical. Donc en fait, ce que lui il appelle width, en fait, bon, en fait, disons qu'on va tout simplement prendre le width ici, je vais dupliquer ça en deux et je vais le positionner au bas. Et ça marche en fait. Donc maintenant, si j'exécute, vous allez voir que c'est bon. J'ai un width de 350 pixels et ça, donc je vais en fait passer à width la hauteur du height de mon slider de 200. Vous allez comprendre un peu. Donc, je vais revenir là, je vais dire 200. Ainsi, maintenant, si j'exécute, vous allez voir que mon slider, en fait, et mon progress bar ont à peu près les mêmes dimensions. D'accord? Et pour vous faire comprendre cela, je reviens un peu au slider. En fait, le slider est positionné de façon verticale, alors que la progress bar, elle est horizontale. D'accord? Alors, au slider, en fait, la position, la dimension width n'est pas effective, ça ne fonctionne pas puisqu'elle n'a pas de largeur définie, juste une hauteur. Donc, la dimension du slider est à une dimension qui est juste à sa hauteur, en fait. Donc, c'est de 200. Donc, même si je supprime ce width-ci, en fait, il va toujours fonctionner de la même façon puisqu'il n'était même pas fonctionnel. D'accord? Alors, en dessous ici, la progress bar, elle est horizontale, en ce sens que la dimension horizontale de la progress va être égale à la dimension verticale en fait du slider, d'où le width ici 200 est égal au height ici qui est également à 200. Donc vous allez voir que si je l'exécute, rien n'aurait changé. La progress bar serait également à la même position et tout ça. Maintenant, en parlant de la position, on va la modifier. Donc je vais lui donner le positionnement de, je dirais peut-être 200. Ok, puisque je veux me repérer toujours au label, d'accord. Donc, je dirais en fait que sur X, je veux que tu partes, disons peut-être 225 ici, ok.
sur YK que tu bouges ça de 50. Ça peut aller, bon, peut-être je dirais 75. Bon, 50, ça va aller, on va supposer. Donc, on va aller, on va vérifier ce que ça donne. Voilà, donc c'est parfait en fait. Donc, je voulais juste que ma progress bar soit juste en dessous de mon slider. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons essayer en fait de mettre tous ces contrôles en fait en interaction les unes par rapport aux autres. D'accord? Mais avant, je vais encore ajouter un petit label ici. Vous allez voir un peu ce que j'ai derrière la tête après. Donc, je vais placer un label juste par ici. Donc, je dirais label. OK. ID, j'en ai pas besoin pour l'instant, puisque dans la vidéo, on va voir ce que c'est que ID. Mais pour l'instant, je vais juste placer texte en fait ici. OK. Qui doit être égal en fait à str de 50 par exemple. D'accord? On dirait juste str de 50. C'est juste une valeur que j'attribue à ça. Maintenant, on va le positionner également. Et là, je vais dire que je veux que ta position soit à 225. Donc, je dirais peut-être ici 250 et sur 50. Voilà. Donc, on va aller voir un peu où est-ce qu'on l'a posé. Ok, donc il est là. Donc, on va le faire monter légèrement. Donc, je dirais peut-être que plus que ce soit à 225, je veux que tu sois à 300. Et maintenant, on va lui placer en fait un font size en fait. On va lui dire font size. Je vais lui placer la font size à 50 comme ça et je vais exécuter pour voir un peu ce que ça va nous donner. Donc voilà, c'est clean. Au moins là, on voit que ça fait 50. Maintenant, je veux qu'il monte un peu en hauteur en fait. Donc je vais dire que je veux que tu partes à 100 pixels. Ça marche. Là, je vais augmenter la dimension de celui-là. Plutôt que 50, je vais le mettre 70. Et là, plutôt que 100, je vais le mettre 150. Et voilà. Donc, on a ça. OK. Alors maintenant, l'idée est simple. Ce que nous allons faire, ce sera connecter la slider, la progress bar et ce label. OK. La première solution, c'est simplement en fait de passer par les ID en fait. D'accord? Donc, je vais vous expliquer comment est-ce que nous allons gérer cela. Donc, il va falloir qu'on repère notre élément de base qui est le slider. C'est sa valeur qui doit être attribuée en fait à notre progress bar et à notre label. Alors, pour gérer cela, on va attribuer un ID à notre slider. Donc, on va dire que ID, ID ainsi, est égal à ce que je vais appeler slide. Donc, partout dans mon code, lorsque je vais définir ou lorsque je vais épeler slide, il saura tout simplement que je parle de ce slider-ci. OK? Alors, l'idée est simplement de venir dans Progress Bar, plutôt que de mettre en fait, euh, elle n'a même pas de valeur déjà. Oui, j'avais oublié ça déjà, mais c'est pas grave. On va lui indiquer une valeur ici avec la propriété value ici, qui doit être égale automatiquement à slide.value. D'accord? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Si j'exécute ça, vous allez voir ce que ça va donner. Vous voyez que automatiquement, en fait, notre progress bar est à 50 ici. Donc, quand je monte, vous voyez que la progress bar monte progressivement et baisse progressivement avec la valeur du slide. Donc, en fait, ainsi, on a connecté notre slide, en fait, avec notre progress bar. Alors, maintenant, tout ce que nous allons faire, c'est tout simplement également connecter le slider avec le label. Donc, c'est le même procédé, seulement que là, en fait, c'est un élément de type texte. Si vous avez compris ce qui s'est passé ici, j'ai cassé en fait ma valeur 50, qui est une valeur entière, en chaîne de caractères. Et maintenant, c'est simple, il va falloir que je passe automatiquement la valeur de mon slider à l'intérieur. Donc, je vais passer juste slide ici. Excusez, je suis en encapsulation. Donc, je vais dire juste que slide point value et tu passes ça ici. Ok, et c'est bon. D'accord. Donc, automatiquement, si je réexécute mon application, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Donc là, il a 50%. Et là, voilà ce qu'il fait, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait? Il fait des calculs. Étant donné que ces opérations contiennent des valeurs à virgule, voilà, ça encombre carrément mon espace. Et comme je ne veux pas vraiment de cet encombrement, il va falloir que je fasse
tout simplement une opération. Je vais arrondir cela, d'accord? Donc, c'est très simple, il suffit seulement de faire round de ça. Alors, si vous faites round ici, et que je referme ça, ça sera bien ici. Il va falloir que j'indique en fait à combien de valeurs je veux la virgule. Et comme je veux carrément pas de virgule, par exemple, si là je dis que je veux euh, un seul chiffre après la virgule, voilà, si j'exécute mon application, vous allez voir que quand je vais bouger, il va calculer, mais il va laisser tout simplement un chiffre après la virgule. D'accord? Si comme j'en veux pas du tout, je vais dire carrément que bon, faire un arrondi sans rien du tout ici. Donc, c'est bon. Et là, j'exécute et vous voyez que c'est mieux, en fait. Donc, là, il me fait carrément l'arrondi de façon parfaite. Voilà. Donc, ainsi, vous voyez que dès que je bouge mon slider, en fait, les valeurs s'actualisent automatiquement. OK? Maintenant, on va connecter, en fait, cette valeur au slider. C'est-à-dire simplement que si, en fait, ça c'est sur on, en fait, alors que ça soit utilisable, sinon, bah, que ce puisse pas utiliser. Pour ce faire, on va venir sur notre slider, ok? Et on va tout simplement utiliser la propriété disable. Ok, pour l'instant, on va la tester. On va faire disable à true. Si on active disable et qu'on lui passe la valeur de true, et qu'on revient, vous voyez que là, on ne peut pas bouger mon slider. Le slider est inactif du tout. D'accord? Et là, c'est pas ce qu'on veut. On veut carrément que le slider soit actif ou non en fonction de la valeur du switch. Ok? Donc, c'est ce qu'on va venir gérer ici. On va tout simplement fermer ça. Parce que je vais fermer mon application. Voilà, c'est ce que je voulais faire en premier. Et maintenant, on va tout simplement baser ça sur la valeur du switch. Ok, donc pour ce faire, on va lui passer un ID aussi. Donc on va dire simplement que ID égale à switch, c'est un deux points. Donc ID deux points égale à switch, voilà, underscore. Et maintenant qu'on a tout simplement un ID à notre switch, on va copier ce ID là, switch underscore. Et on va tout simplement utiliser la structure telnet. D'accord? Donc on va tout simplement dire que disable ici est égal à false, d'accord, if, ok, switch id point active, ok. Alors, active, c'est tout simplement en fait une valeur booléenne qui va tout simplement contenir l'état de notre switch pour qu'on puisse savoir s'il est activé ou pas, ok. Donc, si switch est actif, alors ça fait false, sinon ça fait true. Aussi simple que ça, on a que deux états. Donc, si on lance cela, voilà ce que ça fait. Donc là, notre switch est à off et il est ici. Donc on ne peut pas tout simplement bouger notre slider. Notre slider est désactivé parce que le switch est à off. Maintenant, si on active notre switch par magie, voilà, on peut tout simplement bouger cela. Une fois qu'on atteint la valeur que l'on peut, par exemple, disons 115, ok, c'est difficile de cibler 115. Attention, je vais y arriver. Voilà, ok, voilà, 115. Et que je valide ici. Donc, dès que je désactive mon switch, voilà, on a tout simplement un slider qui est inactif, on ne peut plus interagir avec. Ok. Alors, maintenant, on va tout simplement voir tout simplement comment est-ce que on peut tout simplement connecter un text input avec un label. Ok. Donc, c'est là maintenant que ce label, juste un label va servir. Ok. Alors, c'est simple ici. Ce qu'on va faire, c'est exactement le même système toujours. Je vais venir ici par là, je vais venir en dessous et je vais placer un texte label automatiquement, un texte input plutôt. Voilà. Et le texte input, je vais tout simplement lui dire que bon, multiline à false puisque je veux pas qu'il soit sur plusieurs lignes, multiline, je vais le passer à false. Et je pense que ça peut aller ainsi. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à faire. Bon, je peux lui définir aussi les dimensions. Je vais lui dire en fait un width. Je dis que ton width, je veux que ce soit à 200. Ensuite, je vais dire que son 8, comme c'est une seule ligne, je vais dire un 8, un de 40 par exemple, ça peut aller. D'accord, donc un font size, tout ça c'est bon. Alors, ce qu'il y a, c'est que je vais maintenant donner ici aussi un ID dans le même sens. Voilà. Et avec ce ID maintenant, je vais lui passer ce que je vais appeler texte underscore. D'accord.
Et là, le label qui dit je suis un label ne contiendra plus je suis un label, mais va plutôt contenir maintenant la valeur de texte underscore point value. C'est simple. Donc, je viens également de connecter ces deux et là, il lève une erreur. Il me dit que ID text underscore. Oh oui, évidemment. En fait, si je le dessine ici, voilà. Là, j'ai fait ID underscore. Et ID underscore, bah, ça n'existe pas vraiment. Donc, je l'enlève et je vais réexécuter ça. Et là également, il jette une erreur. Et quelle est l'erreur maintenant qui dit, voyons. Ah oui, il me dit que value en fait n'est pas tout simplement une valeur reconnue. Et c'est clair, en fait, c'est pas value, mais c'est texte. Ok. Donc maintenant, je pense que tout est clean. On va relancer. Et voilà, tout est clean. D'accord. Donc, vous voyez maintenant que pour l'instant, il n'a rien. En fait, mon label est là, mais il ne contient aucune valeur. Maintenant, si dès que je commence à taper du texte, vous voyez, dès que je tape du texte, il saisit automatiquement. Et il peut aller carrément au-delà des limites, en fait, de mon écran. OK? Bien sûr, on peut régler cela de multitudes de façons, mais pour l'instant, l'essentiel était de voir comment est-ce que vous pouvez connecter vos contrôles ensemble. Et c'est très important. En passant, en fait, l'opération qu'on vient de faire s'appelle également le binding, en fait. Voilà. C'est simplement qu'on bind, en fait, plusieurs éléments entre eux. Là, on a bindé, en fait, le slider, en fait, avec la progress bar et le texte et le label, OK. Et là, on a bindé notre switch et notre slider, OK. C'est la même chose qu'on a fait en bindant également notre text input à notre label C, OK. Donc, voilà, donc ça marche. Maintenant, sachez qu'on pouvait également binder nos valeurs depuis le fichier Python. Mais pour l'instant, on va en rester au fichier KV qui est plutôt assez simple. On va vouloir pratiquer, vous allez voir qu'on va utiliser notre fichier Python pour binder nos valeurs. D'accord? Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.